Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de bourse. Nous sommes le vendredi 14 août 2026 et nous enregistrons cette vidéo dans des conditions très spéciales. La canicule est de retour, on est à plus de 39 degrés avec le ventilateur à fond. Donc on va essayer de se concentrer, de ne pas perdre le fil des informations que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec des indices qui eux aussi sont en surchauffe parce qu'il y a un manque de liquidité, il y a un manque d'envie, il y a un manque d'information, il y a un manque de catalyseurs, il y a un manque de tout. Les opérateurs, ils sont partis en vacances, on est le week-end du 15 août, pleine période estivale, ils sont partis profiter de la plage, ils ne reviendront que vers le mois de septembre. C'est un grand classique dans le domaine de la finance et de l'investissement. Aujourd'hui, le CAC 40 monte un petit peu, le Bitcoin baisse et le reste, le gold, le SP500, le Brent monte, mais on est dans des petits écarts, comme vous pouvez le voir sur le graphique juste à gauche. Il y a même le CAC qui s'est retourné depuis que je vous ai mis les informations à la main sur le tableau. Le CAC qui ne fait que des variations de 0,08 aujourd'hui, qui faisait même des variations de 0,30, de 0,2, de 0,05. On n'a pas arrêté d'être comme ça. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a eu une sorte de capitalisation sentimentale au niveau des investisseurs sur le fait que la situation au Moyen-Orient allait se débloquer d'un coup, que les négociations allaient se terminer, que l'accord allait être signé. En fait, c'est totalement bidon puisque on souffle le chaud et le froid. Désormais, les États-Unis ne négocieraient plus avec l'Iran. Parce que l'Iran, de toute façon, ne bouge pas de sa ligne de conduite. Ils veulent des rétributions financières par rapport à tous les dégâts qui ont été engendrés. Ils veulent des contreparties permanentes sur ce canal de navigation désormais, puisqu'ils voient que le détroit d'Ormuz est quelque chose de vital. Donc pourquoi pas avoir un profit financier là-dessus, ce qui pourrait être légitime, mais le code du commerce tel qu'il est régi depuis la fin des temps ne permet pas ça. Et si jamais c'est permis au niveau du détroit d'Ormuz, eh bien tout le monde va vouloir s'y mettre, à avoir justement une rémunération au niveau des voies de navigation. Donc ce qui se passe dans l'immédiat, c'est qu'ils sont en train, enfin les pays autour sont en train de construire des voies de contournement d'approvisionnement pour éviter d'utiliser le détroit d'Ormuz ou enfin dans des proportions inférieures. Toujours est-il que c'est le calme plat au niveau du dénouement de la situation. D'autant plus que les médias américains disent que l'armement de l'armée des États-Unis commence à être au bord de la pénurie. Il y aura plus de la moitié des stocks d'utilisés. Il y a même certains missiles, il n'y en a plus. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Moi, j'avais tenté dans ma semaine à faire un trade en haut au niveau du broker XTB. J'avais placé un short de fou, de levier x18. Je crois qu'il y avait 350 euros. Le contrat, c'était plus de 10 000 euros. Eh bien, il faut dire que j'ai eu peur. J'ai eu peur, ça n'arrêtait pas de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. Je me suis dit, ça va finir par y aller. Et puis finalement, ça a fait le chemin inverse comme c'était logique. Mais bon, est-ce que la bourse est rationnelle ou irrationnelle? Toujours est-il que j'ai vendu en haut et je n'ai rien encaissé du tout. Ça n'aurait pas non plus fait une somme extraordinaire, hein. C'est en gros, ça aurait fait peut-être si, ça aurait fait combien? Ah si, ça aurait fait peut-être du 18%, du 18% de 400 euros. Ça aurait été pas mauvais. Mais bon, les risques étaient asymétriques. Ici, ça allait dans l'autre sens, c'était également 20% de perdu. Et des fois, quand on a, enfin c'est même pas des fois, quand on tient à nos sommes et qu'on n'a pas 10 000 euros à mettre, eh ben on fait toujours attention à nos petits sous et on peut prendre peur. C'est toute l'émotivité des investisseurs. Avant d'aller sur le dossier du jour de Valneva, on va faire un petit point rapide de quelques actions. On y va dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Si vous avez Danone aujourd'hui qui est qui commence à devenir intéressante, si vous êtes sur le dossier, vous estimeriez que ce serait intéressant de rentrer une ligne, car on arrive sur un support plutôt intéressant. Peut-être un rebond technique à arriver. Si jamais il n'y a pas de rebond, il y a quand même un downside d'à peu près 4,70%. Si jamais il y a rebond, on peut avoir une augmentation de 7%, de 9%, de 15% si on va vraiment tout en haut. L'opportunité, on appelle ça, je sais plus, le ratio gain-risque, je trouve, est plutôt pas mal. Là, vraiment, au pire des cas, c'est 4,70% avec un potentiel de plus de 7%. Peut-être rentrer en plusieurs fois. Moi, je suis en train de réfléchir là-dessus. Peut-être placer, par exemple, une petite ligne là. Et puis après, si ça redescend, remettre un point là.
Ça, après, pour du long terme, du moyen terme, on est plutôt bien. Parce que ça, tous les brokers, les analystes financiers, eux, te visent les 80, les 90. Donc, je trouve que c'est pas trop risqué sur Danone. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Si on va aller voir un petit peu le luxe dont on avait parlé, on avait Hermès. Hermès qui est tout de même redescendu. On avait vu une remontée. Là, c'était les résultats financiers, comme vous vous souvenez. C'était descendu à fond, boum, c'était remonté au même niveau d'ailleurs, intéressant. Et là, ça redescend de moitié ici, avec une oblique baissière tracée par le Pro Real Time qui a l'air de refaire son rôle. C'était passé par-dessus, c'est redescendu en dessous. Suite justement à l'évolution du Moyen-Orient, LVMH qui par contre lui redescend vraiment plus bas que Hermès. Et puis pour finir le luxe, Kering qui avait bondi lors de ses résultats financiers ici à 292 et qui se voit renvoyer encore plus bas de plus bas. Donc peut-être que ça va retracer le gap jusqu'au 250. Le RSI est en train de descendre. À voir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah si, on avait parlé de Deutsche Telekom à un moment. Les Deutsche Telekom, les résultats, ils ont été excellents. Là, je regrette un peu d'être sorti du dossier. On voit que ça continue à monter. Bon, c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté. On se retrouve sur un niveau de 28,60. Bon, c'est pas un niveau où je rentrerai, honnêtement. Moi, si je devais rentrer sur ce dossier-là, où j'aimerais bien, je trouve qu'il est intéressant. Moi, je rentre que par là, hein. Je place une ligne à 27. Je vais pas rentrer ici. Ici, là, non merci. Sanofi, qui est de ce côté, on en a parlé aussi lors des dernières vidéos, est coincé dans son petit range là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, on est à moins 61, 76,30, on descend à 75,20. On peut aller voir. Ah si, on avait parlé de Stellantis qui continue à s'écrouler. On avait un support ici, puis ça a remonté. Et là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Les mauvaises sont nouvelles apparemment du marché allemand. Le secteur ne serait pas prêt de se relever. Il y aura même des licenciements qui vont arriver en masse au niveau de l'industrie automobile. Ça craint, ça craint, ça craint. Au niveau de l'immobilier, il y a aussi Nexity. Je ne sais pas ce que ça donne, on va aller voir. Nexity, on est comment? Ah, Nexity, j'avais pas vu. Est-ce on a une sorte de sursaut d'orgueil après avoir touché le 6,64? On a pris plus 12%, ça reprend 0,75. Alors je ne sais pas s'il y a des bonnes nouvelles pourtant sur le marché de l'immobilier. Je vois pas de retournement. Peut-être qu'ils estiment on va avoir une reprise vers le second trimestre. Non, on est déjà au second semestre. Peut-être vers le dernier trimestre. Peut-être qu'ils commencent déjà à se propulser sur l'année prochaine. Bon, il y a une remontada qui est en train de se faire. J'avais pas vu. Intéressant. Enfin, on finit notre tour. On avait parlé de Siltronic. Regardez Siltronic. Moi, je me suis placé dessus. Moi, je suis rentré, on en avait parlé. Moi, je suis rentré pile ici parce que ça faisait une sorte de latéralisation là. Moi, je suis rentré vers les 76, je crois. Donc, ça a décollé ici vers les 87. Je dois être une plus-value de 15%, je crois. Est-ce que je suis sorti? Moi, je serais tenté de sortir là. Je sais pas encore ce que je fais. J'avoue que, en fait, moi, souvent dans les dossiers, je rentre sur un bon point et puis je sors trop tôt. Et à chaque fois, il y a plein de plus-values que je pourrais faire que je fais pas. Et puis des fois, je pars trop tard. Donc toute la plus-value a disparu. Je suis même en moins-value. Donc moi, je suis un peu paumé. C'est toute la difficulté lorsqu'on fait du stock picking. Il y a l'émotion qui rentre en jeu. Mais si je pars trop tôt, je vais pas faire ces gains-là. Mais si je pars trop tard, j'aurai pas ces gains-là. Et souvent, tu fais des conneries. C'est pour ça qu'il faut souvent avoir un plan. À telle valeur, je m'en vais. À telle valeur, je rentre. Et il n'y a pas de réflexion à faire là-dessus. Et ça explique l'engouement pour les ETF ou les ETF qui sont des produits gérés automatiquement. Vous avez juste à rentrer votre argent et ça monte et ça monte et ça monte. Et en plus, ça surperforme tout le stock picking. Mais est-ce qu'on a une fierté mentale à le faire? Moi, je préfère un peu choisir mes trucs, même si j'ai un moins bon rendement. Enfin, dans l'immédiat, en tout cas, je verrai long terme. Et dernière chose, on a le dossier Adyen qui est remonté à fond hier. Donc c'est plébiscité par tous les analystes financiers qui sont dithyrambiques. Objectif 1400, objectif 1500, objectif 1350, objectif 1200. Le profil boursier, là on est en surachat. Ça a pris plus de 16% je crois hier. Il y a même un gap de rupture. Là ça redescend. Peut-être une respiration qui va faire peut-être ça retombe vers les 1000 et qu'ensuite ça retourne vers l'eau à moyen long terme.
En fait, ils pensaient que ça allait ralentir, mais ça ralentit pas du tout. Adyen continue à accélérer. En plus, ils ont fait des acquisitions de Orb, de deux entreprises, Orb et un autre, pour compléter leur solution de paiement tout comprise. Il y a des nouveaux clients également. C'est super encourageant, une croissance qui sera à 23% encore avec une marge exceptionnelle. Bref, Adyen, c'est un dossier qui reprend de la valeur aux yeux des investisseurs et qui pourra peut-être retourner, pas sur les multiples qu'on a tout en haut, mais on pourrait très bien retourner par là, par exemple. Potentiel de 33%, si on repart de là. Si on repart de là, on a un petit potentiel de 14%. Attention tout de même si on se place là. Il y a un gap en bas, si jamais ça redescend, on est au milieu de 11 et 14%. Voilà un dossier de FinTech que je trouve plutôt pas mal. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à voir. Maintenant, on va partir sur le dossier Valneva. Est-ce que j'ai parlé de... Ouais, si, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Je me souviens pas de tout. En fait, j'ai pas noté ce dont je voulais parler. Si, le dernier truc, c'est qu'on a les semi-conducteurs. Là, j'ai une petit problème. Je suis en négatif. Je suis rentré sur Calray de mon côté et Calray se fait éclater. Alors là, c'était pas une barre pertinente, m'a dit Gemini, donc je vais l'enlever. Enfin, moi, j'aime. En fait, moi, je pensais qu'il y aurait un rebond technique qui ne s'est pas produit. Je suis rentré vers les 7 là. Je suis rentré par ici. J'ai fait une petite rentrée. Là, en fait, il y avait un gros support 7. Et ça descendait dessus. Donc, moi, je suis rentré par là. Je me suis dit, ça va faire une petite remontée par là. Vous voyez, ici. Ah, je peux pas faire de flèche ici. Je pensais qu'ici, ça allait faire une remontée. Et ça n'a pas fait la remontée. Ça descend carrément en dessous. C'est un trade qui est raté. Est-ce que je suis sorti? Pour l'instant, je suis pas sorti parce que je vois peut-être un support par là. Ouais, qui est même détruit en plus. Ouais, bah je sais pas, je vais voir. C'est une décision à prendre. Après, j'ai pas une grande moins-value et je pense qu'il y aura bien un moment où les gens vont retourner sur les semis. C'est pour ça que j'ai pas non plus d'urgence de sortir d'ici. Toujours est-il que les gens qui étaient rentrés, par exemple, en plein mois de juin par là, ils sont complètement éclatés, hein. Moins 50% de valeur. Moi, je crois que je suis à moins 5 ou moins 7%. Moi, je suis vraiment pas trop touché pour l'instant. Ce qui serait vraiment inquiétant, c'est si le Calray continue sa lourde descente vers là, vers les moins 43% tout en bas. Et pour finir le dossier des semis, on a aussi STM Electronics, ça avait fait sa grosse descente. Hein, vous voyez, c'est pareil. Hein, au niveau de juin, les gens se sont rués dessus. Il y en a pas mal qui ont dû perdre énormément d'argent, moins 25%. S'ils ont paniqué, ils ont revendu. On a toujours une perte de 30%. Allez, on part sur le dossier de la vidéo, c'est Valneva. Valneva qui nous fait une montée épique aujourd'hui. On a une bougie de vert de plus 22,81%, même si ça continue à baisser. Une montée qui est presque algorithmique. On peut voir les tracés faits par ProRealTime, le logiciel fourni par Crédit Agricole, qui a tracé certains couloirs, certaines courbes. Et on peut voir que la courbe montante, le couloir ascendant, bah, ça a pile cogné ici et hop, c'est redescendu. Et là, nous avons un autre couloir descendant et ça a coupé là et puis ça se remet là-dedans. Le RSI est en surchauffe, donc c'est peut-être allé beaucoup trop vite. Pourquoi c'est allé aussi vite que ça? Bah, vous allez voir, je vais vous montrer une petite infographie comme d'habitude de Gemini. Alors, est-ce que je regarde c'est laquelle? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Regardez. Boum! Et voilà, vaccin contre la maladie de Lyme. Qu'est-ce que nous avons donc? Ils ont atteint le début du processus réglementaire. Valneva en association avec Pfizer pour qu'il y ait une demande de commercialisation du vaccin contre la maladie de Lyme avec une efficacité de 70% au niveau de la phase 3, ce qui est très bien. Donc, tout a été respecté, le protocole est bon, le niveau sécurité c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Ben, c'est que c'est un monopole de marché puisqu'il n'y a aucun autre vaccin sur ce domaine qui touche quand même de plus en plus de monde avec le réchauffement climatique et la présence de tiques dans plus en plus de campagnes plus ou moins reculées, même périurbains. Hein. Moi, j'en ai déjà eu des tiques au niveau, même au sein même de la ville. Et donc la maladie de Lyme, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Le vaccin va pouvoir soulager pas mal de personnes, voire même, je veux dire, c'est utilisé en préventif pour des voyages, etc.
Donc on a une préapprobation prévue en 2026-2027 avec Pfizer. Donc c'est un accord qui permet à Valneva de recevoir des royalties qui vont s'échelonner entre, je crois, 12 et 20%, tout en sachant qu'il y a en plus aux différentes étapes des millions de dollars qui se débloquent. Pfizer va s'occuper de la commercialisation, de la distribution. Donc Pfizer va tout gérer, ce qui est très bien pour Valneva, parce que de toute façon, ils n'auraient pas les moyens de le faire. Et ça leur permet d'avoir euh, justement du cash qui va rentrer à leur petite entité, entre guillemets, c'est plutôt bien. Donc on a donc cette infographie monopole de marché, concurrence directe inexistante à court terme bien entendu. Peut-être que justement avec le développement de l'intelligence artificielle médicale, on pourra avoir des choses qui vont se débloquer, avec aussi la quantique qui arrive, ordinateur quantique, qui pourront résoudre des problèmes très rapidement. Le bassin de population concerné, donc il y a 476 000 cas annuels aux États-Unis, 200 millions de personnes exposées en Europe et une expansion géographique des zones attiques avec le changement climatique. Donc quels sont justement, on n'a pas le nombre de personnes qui sont exposées aux États-Unis, le million de personnes. Et par contre, il n'y a pas encore de nouvelles, mais faudra qu'ils demandent si c'est approuvé en Europe aussi l'autorisation de la FDA. Cible prioritaire, les résidents des zones endémiques, bien sûr, les travailleurs en plein air, les amateurs d'activités de loisirs, rappel annuel saisonnier, donc ça fera rentrer du cash en continu. Il y avait déjà un vaccin qui était arrivé, je crois que c'était en 2002, je sais plus, j'ai lu un peu vite fait la chose, ça n'a pas fonctionné du tout, parce qu'il n'y avait pas de demande. En gros, il fallait faire 3 doses, c'était compliqué et tout. Ça n'a pas été approuvé par le système. Donc il y a 3 scénarios, c'est le scénario bas, les ventes annuelles de vaccins, le scénario moyen, le scénario haut, avec les royalties potentielles pour Valneva estimées entre 70 et 80 millions par an en scénario bas, 150, 180 ou 350, 590 scénario haut. Donc c'est un changement total de dimension si jamais ça marche. C'est un pari un peu binaire sur Valneva. Voilà, regardez l'infographie aussi que j'ai demandé à Gemini à faire un scénario, une analyse stratégique. Donc on a la synthèse des derniers résultats qui sont tombés tout récemment, qui ont entraîné quelque chose sur le graphique. Qu'est-ce que ça a entraîné? Bah, pas grand-chose finalement, parce que c'était les attentes. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé globalement. Ça a été plutôt statique, hein. Donc, synthèse des derniers résultats. Donc, on a une trésorerie qui est à 109. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces informations? Il est un peu bizarre son infographie. Je vais avoir les données sous les yeux. Je vous lis ça. Je descends, je descends. Donc, trésorerie au 30 juin 2026, elle a 121,5 millions contre 109 millions en 2025. Le résultat net, perte nette a été creusé à 63,3 millions contre 20,8 millions au S1 2025. Donc, ça a été alourdi par les coûts de restructuration, etc. D'ailleurs, on le voit ici, la synthèse. Par contre, il m'a fait un. Attendez, ça va peut-être faire un, comme ça. Ouais, son infographie, il est pas très net, dis donc. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? CA 65,8 millions, moins 63 millions. Si c'est ça, moins 63 millions de résultats nets. Vente de vaccins en baisse, résultat net en baisse, trésorerie qui monte, parce qu'ils ont fait une augmentation de, comment on appelle ça, de capitalisation, quelque chose comme ça. Ils sont allés chercher des fonds, comment ils appellent ça justement, trésorerie, levée de fonds réalisée au printemps 2026. Donc c'est pas terrible tout ça. Le burn rate, le burn de cash est en baisse, mais ça fait quand même un peu peur quand la barre n'est pas redressée. Mais il y a un petit matelas encore présent. Donc les catalyseurs pour l'investissement long terme, c'est bien. Donc la maladie de Lyme, comme on l'a dit. Monopole commercial sur ce Lyme. On a le vaccin du chikungunya première worldwide avec des accélérations endémiques. Et la valorisation elle est dégotée avec une capitalisation inférieure à 500 M d'euros. Profil atypique, voilà, c'est ça, c'est une biotech, hein. Les biotech, ça peut exploser comme ça peut exploser dans l'autre sens, ça implose, c'est à la baisse ou à la hausse. Et donc je regarde concernant le vaccin de chikungunya, bien que le démarrage soit progressif, il s'agit du premier vaccin approuvé au monde contre cette maladie avec un potentiel d'accélération dans les zones endémiques. Moi, je pense que le problème de ça aussi, c'est comment tu finances ça, le vaccin, parce que ça va être plus où là il fait très très chaud, donc ça peut être des pays en développement qui n'ont pas les fonds nécessaires pour les acheter, les doses. C'est ça le problème. Et donc, quels sont les risques sur Valneva? Risque binaire, hein.
réglementaire. Rejection. C'est bien, il m'a fait ça en anglais. Rejection. Donc, si l'EMA ou l'autorisation médicale européenne ou la FDA rejette le dossier ou exige une nouvelle étude de phase 3 complète, la valeur du pipeline Lyme s'effondre. Et le titre va subir la correction. Et ouais, ça va être à l'inverse. Il n'y aura plus rien. Alors, il y a un rythme de consommation de cash qui doit baisser absolument. Malgré 121,5 millions en caisse, Valneva reste déficitaire, sans retour à l'équilibre, ou sans versement de milestone par Pfizer. Le risque d'une nouvelle augmentation de capital dilutive à moyen terme existe. Comme j'ai dit, il y a des milestones, il y a des paliers où Pfizer va donner de l'argent concernant Lyme. Donc on peut avoir des mesures dilutives si vraiment on ne s'en sort pas. Faiblesse temporaire du portefeuille existant. J'ai l'impression de lire des trucs sur Sanofi. Disons, c'est un document de Sanofi. Les ventes de vaccins traditionnels de voyage, comme le Dukoral et le Ixiacaro, subissent une conjoncture macroéconomique et peinent pour l'instant à compenser les coûts de structure. Et ouais, parce que les gens voyagent moins. Et puis avec tous les problèmes, la crise, etc. Il y a aussi une volatilité extrême, bien entendu. Réaction typique des valeurs biotech. Le titre agit violemment à chaque annonce ou publication d'analystes. Conclusion, qu'est-ce qu'elle nous dit Gemini? C'est un pari asymétrique à profil spéculatif agressif. C'est ça, c'est l'agression. Est-ce qu'on est dans le casino game? Si vous aimez le casino game, vous avez la biotech. Court terme, moyen terme, les fondamentaux comptables restent fragiles, marqués par des pertes. À long terme, le couple Pfizer maladie de Lyme a un potentiel de revalorisation massif. Si les autorités sanitaires donnent leur feu vert d'ici 12 mois, ce dossier s'adresse à un profil acceptant une forte volatilité et risque d'une issue binaire. Bah, je lui ai demandé, la FDA, ça donne quoi justement? Et je sais pas, il faut vraiment se rendre compte du marché au niveau du vaccin contre Lyme. Hein. Vous avez vu le scénario haut, c'est assez énorme. Hein. Les milestones plus ce qui rentre. Mais la question est, est-ce que la décote va... Si les revenus augmentent, est-ce que la décote saute? Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois sur des dossiers, ça s'est relevé. Sauf que les investisseurs ne voulaient pas rentrer dedans, mais ça s'était relevé parce que la réputation n'était plus là, les gens ne voulaient pas rentrer. Bah ouais, par exemple, on l'a vu sur Téléperformance où bah, ça restait assez prolifique, mais la réputation était morte. Le scénario de la bourse était l'intelligence artificielle va manger les parts de Téléperformance, donc malgré les bonnes nouvelles, les brokers qui aient acheté, arrêtez pas de baisser, ça n'arrêtait pas de baisser, d'autres on connaît ça par exemple avec le dossier Solution 30, S30, pareil, les comptes n'étaient pas certifiés. Malgré l'autre qui disait on va certifier les nouvelles sont bonnes. Le truc il est mort. Alors je regarde pour la FDA vite fait, on va terminer cette vidéo. La FDA. Alors le dossier sur les rails. Le vaccin bénéficie de la désignation Fast Track accordée par la FDA. Ce statut permet des échanges réguliers avec l'agence. C'est une procédure d'examen accélérée. Le dépôt du dossier. BLA, Pfizer, qui gère l'enregistrement aux États-Unis, prépare la soumission de la demande d'autorisation de mise sur le marché biologique. La soumission américaine suit traditionnellement le calendrier européen où se fait en quasi parallèle. Le marché américain, c'est 70 à 80% de la valeur du vaccin. Aux États-Unis, la maladie de Lyme est particulièrement redoutée, très médiatisée. Les prix des vaccins, les niveaux de remboursement par les assurances privées, ils sont nettement plus élevés qu'en Europe. C'est sur le sol américain que Pfizer générera le plus gros de ses marges et par extension le plus gros volume de royalties pour Valneva. Efficacité clinique de plus de 70% solide, mais la FDA a la réputation d'être particulièrement rigoureuse sur les critères d'évaluation des essais cliniques. La validation récente du dossier par l'EMA envoie un signal très positif. Elle montre que les régulateurs jugent les données cliniques exploitables malgré le déficit initial de cas observés. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Malgré le déficit initial de cas observés. Bah, je vais demander, tiens, on va boucler la boucle. Alors, ça pourrait être 2027, hein, la FDA. Pourquoi il se passe quoi en fait? Malgré le déficit de cas observés. Je vais découvrir avec vous parce que moi, quand je vois ça, tu te dis pourquoi pas rentrer en ligne et tu te dis que le potentiel est tellement énorme. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la phase 3? Je découvre avec vous. Pour comprendre à ce point ce qui a tant effrayé les marchés en mars. Ah, donc en mars, il s'est passé un truc. Voyons voir en mars. Là, je découvre le dossier. Hein, je découvre avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé en mars? C'est là en mars? Ah oui, en mars, c'est ça. Oh oui, d'accord, c'est ça qui expliquait ça. Mais dans ce cas-là, on était déjà valorisé à 4,8.
Donc on n'est pas revenu à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mars? Alors, ce qui s'est passé lors de l'étude de phase 3, une efficacité réelle indéniable, les personnes vaccinées ont plus de 60% d'infection en moins par rapport au groupe placebo. Néanmoins, durant la période observée, la circulation naturelle des tiques infectés était plus faible que prévu dans certaines zones géographiques de l'étude. Conséquence, le nombre total de cas de Lyme observés au sein de l'essai était inférieur au chiffre théorique minimal requis par le protocole statistique pour cocher la case du critère principal. Mais du coup, comment ils font? Donc le protocole n'est pas respecté. Et donc en mars, la bourse a réagi de manière binaire. Sur le papier, échec du critère statistique principal sonne souvent comme l'obligation de refaire une étude clinique à plusieurs dizaines de millions d'euros sur 2 ou 3 ans. Ah, tu m'étonnes que tout le monde se barre si c'est pour refaire 3 ans d'études. Alors aujourd'hui, l'acceptation du dossier par le MA prouve que les agences réglementaires regardent la réalité clinique plutôt que de bloquer bêtement sur un déficit d'exposition environnementale. Ah ouais, donc c'est pas du sûr non plus là. Si on avait un phase 3 sûr, dur comme béton, pourquoi pas, mais là, ça pourrait refuser à nouveau et t'es foutu en fait de rentrer dans ce dossier. Ouais, c'est flippant. Là, je trouve que c'est un peu flippant comme truc. Je trouve que c'est flippant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait peur, hein. Je vais lui dire. Mais c'est flippant. Alors, si le dossier n'est pas accepté à cause d'un critère là par la FDA, etc., on se retrouve avec un déficit net qui continue et plus aucun levier à court moyen terme pour sortir Valneva de où il est en train de se mettre dans le trou. Réponse de Gemini, attention en live. Qu'est-ce qu'il nous dit? T'as parfaitement mis le doigt sur le risque binaire classique des biotech. Ta crainte est légitime et décrit exactement le scénario noir que le marché a pricé lors de la chute du titre en mars. Que se passe-t-il si la FDA refuse le dossier? Chute immédiate. Le marché retire la quasi-totalité de la valeur attribuée au vaccin. Impasse financière et dilution. Avec une trésorerie d'environ 121 millions, une consommation de cash opérationnelle négative, Valneva n'aurait pas les fonds pour attendre un nouveau cycle de 3 ans sans aide. L'entreprise sera contrainte de procéder à une augmentation de capital massive à un cours très bas, dilution. Et Valneva devrait tailler drastiquement dans ses coûts de recherche et de développement pour survivre. Les éléments qui réduisent un peu le risque, c'est que c'est Pfizer qui porte le dossier face à la FDA. Ah ouais, ça c'est énorme. Pfizer aux US, c'est autre chose. Les équipes réglementaires de Pfizer connaissent parfaitement les exigences de l'agence et n'auraient pas engagé les coûts d'un dépôt s'ils estimaient les chances de rejet supérieures aux chances de succès. Très bon élément, ça, fallait y penser. Pfizer est derrière. Le besoin médical est non couvert. La FDA dispose d'une flexibilité réglementaire lorsqu'il s'agit d'une maladie orpheline de traitement avec une efficacité démontrée à plus de 70% et bon profil de sécurité. Si le MA valide la FDA et fait un blocage temporaire, Valneva touchera au moins les royalties. Ok, donc ici, on est face à un pari binaire de buy and hold, conserver la position jusqu'au verdict. Le potentiel de hausse en cas d'approbation, je n'arrive plus à lire, c'est la canicule, il est spectaculaire et revalorisation violente. Mais le risque de perte en capital est tout autant si la FDA bloque. Mais c'est du casino game là, vous avez du casino game si jamais Si jamais ça vous dit de rentrer dans du Valneva, bah c'est l'apanage des biotech, mais j'ai l'impression d'être en face d'un dossier puissance 1000. Alors il faut faire des trades de momentum, il faut profiter des vagues de hausse liées aux annonces d'étape pour prendre des bénéfices partiels avant la décision finale afin de ne pas porter l'intégralité du risque réglementaire. Dans tous les cas, ce type d'actif ne s'aborde jamais comme une action de bon père de famille. C'est une ligne hautement spéculative, le dimensionnement de la position doit être strictement calibré pour ne pas mettre en péril l'ensemble d'un portefeuille en cas de scénario brutal. Ouais, question pour un champion. Et nous y voici. Des fois, j'ai l'impression d'être dedans. Question pour un champion. Voilà, on a fini pour Valneva. À vous de choisir le casino game ou pas. Franchement, je trouve ça tentant. Je trouve ça plutôt tentant. De son côté, Sanofi, comment ça se porte? Je sais plus si on a fait le point sur Sanofi. Je sais plus parce que j'ai enregistré 2 fois la vidéo à cause de la canicule. Sanofi, pendant ce temps, lui, il latéralise. Est-ce qu'on a une dernière action à aller voir? J'ai plus mes notes. Est-ce que j'ai une note? Je regarde si j'ai une note. On finit la vidéo. Est-ce que j'ai une note sur mon carnet avec une action à vous proposer?
Je ne crois pas que j'ai autre chose à vous proposer. Pour l'interface XTB, je vous remontrerai plus tard. Pour l'instant, je suis à plus 0 dessus. C'est pas terrible. J'avais réussi un trade, mais j'ai perdu ce qu'il y avait sur le trade. Non, bah, j'ai pas d'autres actions à vous présenter dans l'immédiat, donc on va se quitter ici. Je verrai si j'ai d'autres choses plutôt intéressantes. Enfin, je vous reparle des ETF, bien entendu. Je vais le faire, mais je trouvais que le cas Valneva était plutôt bien. Et puis voilà. Est-ce que j'ai un dossier semi à vous montrer? Ah si, on peut peut-être finir sur les dossiers semi. Parce qu'on avait deux CRSI là aussi dans le... Deux CRSI qui s'est toujours pas relevé du rapport de Grizzly, un fonds. Là, on est exactement sur le même cas, hein. Les gens, ils ont perdu tellement d'argent. Les gens qui sont rentrés en juin, je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé, hein. Est-ce qu'ils ont encaissé les gains? Mais tout le monde n'a pas pu, hein. Et il y a des gens qui se retrouvent à des moins 50%. Il y en a, ils ont fini ruinés du run de l'été. Ceux qui ont suivi le fameux FOMO, comme on dit, qui sont rentrés là, est-ce qu'on a l'assurance que TCRC va remonter aussi haut? Bah, c'est l'avenir qui va nous le dire, hein. Mais en était sur des valorisations démentielles de plusieurs années en avance, hein, quand on est allé dans. Les gens, en fait, comme le Détroit était totalement bloqué, les gens sont partis. Il y a les fonds qui sont partis dans les semis, tout le monde mettait là-dessus, et là, il y a une sorte de rotation qui s'est faite. Est-ce que ça va remonter? Personne ne peut nous le dire. Là, vous avez Orange qui latéralise en dessous. Pernod Ricard fait une petite montée. Renault, si j'ai vu la réputation aussi d'une action dernièrement pour finir. Air Liquide, grosse réputation qui n'arrête pas de monter, apparemment. Là, ça redescend, peut-être qu'on a un point par là. Ah oui, puis on avait ici l'or Xtika aussi. Si jamais ça vous dit, mais bon, après on se retrouve dans un dossier peut-être perdant comme je suis sur Calaret. Vous voyez, là on est en bas de range. Si techniquement ça vous dit. Là, il y a des bas de range. On est pile sur le bas de range. Est-ce que ça va péter le support, ça va descendre plus bas ou est-ce que ça va remonter? Telle est la question et sur Optica qui est sur les optiques. Apparemment, les optiques de lunettes intelligentes, c'est pas terrible au niveau marge. Donc, bof. Et L'Oréal, on est comment? L'Oréal, ça monte, ça monte. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À savoir que ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est du contenu éducatif et divertissant avec risque de perte en capital, comme on l'a vu avec le Casino Game. Bien sûr, si jamais vous n'aimez pas le stock picking, vous avez les ETF comme vous avez dans d'autres vidéos. L'avantage du stock picking, c'est que vous gardez la maîtrise dans quoi vous investissez, quitte à avoir un rendement inférieur. Si jamais un jour tout s'écroule, comme par exemple lors du Covid ou autre, eh bien vous, il est possible que avec vos stock picking, vous ne vous écrouliez pas, que vous fassiez même l'inverse. Exemple stock picking ici, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec la guerre en Iran? Bah, je vais vous montrer pourquoi le stock picking dans ce cas-là est intéressant. En termes de début de guerre, qu'est-ce qu'on aurait fait en stock picking? Eh ben, vous alliez par exemple sur Total Energy au lieu de rester sur un ETF. Par exemple, on aurait fait, ah ouais, il y a un début de problème, je sais plus quand c'était, en février peut-être, on allait là-dessus, on rentrait des lignes. Au plus haut, on faisait du plus 30%, par exemple sur Total Energy. Et à l'inverse, que c'est les ETF, par exemple, où les gens vont, par exemple, sur les MSCI World. On finit là-dessus, hein, pour les gens qui sont encore là. Si on était sur le MSCI World, par exemple, en février. Regardez, en février, que faisait le MSCI World? Bah, il faisait l'inverse de Total. Il tombait de 10%. Donc, pendant que ça baissait 10%, vous preniez 30%. Et après, le problème, c'est qu'on ne peut pas timer le marché. Donc, il faut réussir à sortir en bon moment pour ensuite reprendre le rebond. Le MSCI World depuis, il est remonté de 23%. Et de l'autre côté, Total, qu'est-ce qu'ils ont fait? Total, eux, bah, ils ont un tel haut, ils ont pas trop bougé. Il y avait un dividende quand même, bah, ils ont rebaissé de 5%. Mais bon, en globalité, bon, ça reste. Bah là, il y avait moyen de racheter un peu du Total ici, plus 16%. Donc, ceux qui. Enfin, au final, c'est des individualités, hein. Le consensus dit que les investisseurs pro n'arrivent pas à battre les indices
à long terme. Si vous faites du stock picking, du feu, comme on dit, vous pouvez être dans les 10% qui sont rentables, hein. Et puis si vous prenez l'indice du CAC 40 à battre, ça c'est beaucoup plus facile que d'autres indices. La plupart des gens vous prendre en référence le MSCI World ou le SP 500, mais si vous prenez un petit indice pour être modeste, le CAC 40, vous dites, bon, cette première année, j'essaye de battre au moins le CAC 40 pour voir si je suis bon dans mon stock picking. Stock picking, le CAC 40, c'est peut-être du 8% par an, et puis vous voyez si vous arrivez à faire quelque chose. Et voilà. Sur ce, eh bien, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour un autre point bourse ultérieurement. Quand on aura d'autres actions à se faire, à analyser. Donc aujourd'hui, on aura vu Adyen, le petit casino game avec Valneva. Est-ce qu'il faut rentrer aujourd'hui? Je vais pas donner de conseils, moi perso, si je devais rentrer sur Valneva, moi je pense à le faire, franchement. Je trouve ça trop tentant. Limite, je préfère rentrer. J'étais rentré sur des petites actions pour finir sur des petites actions de drone. Et limite, je préfère rentrer sur du Valneva qui me semble moins une arnaque que des entreprises de drones où je trouve que c'est du scam, genre Toner Drones. J'étais rentré sur Toner Drones à un moment. À part une grosse chute comme ça ne servait à rien. Bon, là, ça a l'air de remonter, mais bon. En fait, c'est des entreprises où ils font de la dilution, de la dilution, de la dilution. Tu sais pas où tu vas. Vous avez Drone Volt aussi. Pareil. C'était des petits trucs où j'ai un peu perdu d'argent. Je me suis dit, je vais rentrer, ça peut se redresser. Drone Volt, ils multiplient leur chiffre d'affaires. Mais je me dis au final, si on veut vraiment du casino game, Valneva, je préfère perso aller dessus. Allez, je vous souhaite un bon week-end du 15 août et je vous dis à une prochaine vidéo bourse sur la chaîne.